Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Arte Reportage, une émission consacrée aujourd'hui à deux pays dans lesquels les citoyens sont prêts à tout pour mettre fin au régime en place. Deux peuples en fuite, et pourtant seul l'un d'entre eux suscite vraiment l'intérêt de la communauté internationale, l'autre beaucoup moins. Il sera question de la Syrie et du Mali. Cela fait près de 3 mois que les Touaregs dans le nord du Mali ont déclaré l'indépendance de leur région, l'Azawad, un territoire 2 fois plus grand que la France. Grâce notamment aux armes rapportées de Libye après la chute de Kadhafi, les Touaregs ont d'abord chassé sans difficulté l'armée régulière malienne. Mais les Touaregs sont divisés. D'un côté, le MNLA, plutôt laïque, qui revendique un pays. De l'autre, des mouvements islamistes Touaregs, proches d'Al-Qaïda au Maghreb, qui veulent instaurer la charia. Entre combats et tentatives de négociation, ils se sont partagés cette immense zone désertique. Les villes de Kidal et Tombouctou pour les islamistes, et Gao, la capitale, pour le MNLA. Mais depuis mercredi, la donne a changé. Les islamistes ont lancé une offensive sur Gao, se rendant maîtres de la ville. Les Touaregs du MNLA, eux, ont pris la fuite. C'est justement à Gao que notre équipe s'était rendue il y a quelques semaines. Mali, la poudrière sahélienne, c'est un reportage d'Olivier Joly et Laurent Amida. Ces combattants sont des Touaregs. Ils appartiennent au mouvement de libération nationale de l'Azawad, le MNLA. Depuis 1 mois, ils se présentent comme les maîtres de cette partie du Sahara, une zone immense, encore difficile à contrôler. Les MNLA contrôlent la ville, les MNLA contrôlent les lieux stratégiques. Nous sommes dans les déserts, nous sommes sur un axe extrêmement large que les MNLA ne contrôlent pas forcément. Ce territoire, déjà exsangue et hanté par la misère, doit faire face depuis 2006 à un nouveau fléau, AQMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique. Ici, même les hommes du MNLA ne peuvent se déplacer qu'en convoi lourdement armé. Aujourd'hui, les Touaregs contrôlent plus des 2/3 du Mali. Le pays est littéralement coupé en deux. Après une offensive militaire fulgurante qui a surpris toutes les chancelleries, les principales villes du nord sont tombées. Et le 10 avril dernier, les Touaregs proclamaient unilatéralement le nouvel état de l'Azawad. Aujourd'hui, dans cette partie nord Mali, l'armée malienne s'est désintégrée. De sa présence, il ne reste que ses carcasses. Pourquoi cette insurrection contre le Mali? Qui sont ces combattants Touaregs? Quelles sont leurs relations avec Al-Qaïda? Pour le savoir, il faut se rendre à Gao. Adossé au fleuve Niger, c'est la capitale du nouvel État. À première vue, contrôlée par le MNLA. Ce jour-là, les Touaregs finissent de faire disparaître les dernières traces de la présence malienne. À chaque entrée de la ville, ce sont aussi les hommes du MNLA qui contrôlent les checkpoints. À leur tête, le colonel Hassan Mehdi. Il a déserté l'armée malienne fin 2011 pour rejoindre la rébellion. C'est un militaire de carrière. Il fait partie des officiers les plus expérimentés du mouvement. Ça, c'est la route du Niger. Il tente de contrôler cet axe, la seule route du pays. C'est l'axe Gao-Niamey, en passant par Ansongo et Labzanga. Ouais, bien sûr. Sa préoccupation aujourd'hui, empêcher les armes venant de Libye de pénétrer en ville. Depuis la chute du régime de Kadhafi, elles prolifèrent dans la région et profitent principalement aux brigades d'AQMI. Il y a de fortes craintes que des armements rentrent par des frontières, plus particulièrement par la frontière du Niger. Parce que comme je vous l'ai dit, on a toujours vécu pas mal de problèmes, des milices, pas mal de problèmes, de groupements armés qui ont toujours créé une psychose, qui ont toujours créé des problèmes. Donc nous essayons aujourd'hui de mettre fin à ça. Si aux abords de Gao, ces soldats peuvent boire du thé tranquillement,
En centre-ville, la situation est dangereuse. Certains quartiers sont truffés de groupes islamistes, dont Al-Qaïda. Et pour nous les montrer, le MNLA nous escorte. Il faut rester discret et filmer derrière des vitres teintées. Quelques minutes à peine et déjà les premiers drapeaux noirs, l'insigne des groupes islamistes. Ici, un véhicule d'Ansardine, le groupe intégriste Touareg. Et puis, très vite, à droite, les djihadistes d'Aqmi. Sur la gauche, un autre groupe salafiste. C'est vous ça? C'est pour les MNLA. Si le MNLA reste encore la force dominante, grâce au matériel pris à l'armée malienne, comme ce blindé, à chaque déplacement, il constate que les islamistes sont de plus en plus nombreux. Dans cet ancien centre administratif occupé par le MNLA, les soldats du colonel Amadou. Ces hommes font partie de ceux que l'on appelle les Libyens. Plus de 800 militaires touaregs incorporés dans l'armée de Kadhafi. À la chute du régime, ils sont revenus au Mali lourdement armés. Le colonel Amadou a participé à l'offensive contre l'armée malienne. Il a vu, impuissants, les groupes islamistes s'infiltrer dans Gao à la fin des combats. Ces groupes sont arrivés dans les villes après les combats du MNLA et ils ont commencé à créer des problèmes. Leurs forces n'ont pas subi de pertes, contrairement à celles du MNLA, qui ont laissé beaucoup d'énergie et beaucoup de munitions dans les combats. Nous leur avons demandé de partir. Si ces groupes djihadistes refusent de partir, la confrontation ne pourra pas être évitée. Car si ces groupes refusent notre ultimatum, nous utiliserons la force. Parce qu'ils sont sur notre territoire et ils arrivent avec des idées que nous ne partageons pas. Ces idées, c'est entre autres l'instauration d'un califat dans toute la région. Car à ce jour, Al-Qaïda circule encore librement dans les rues de Gao. Face à la menace de ces groupes islamistes, le MNLA s'organise. Ce jour-là, dans le gouvernorat de Gao, les leaders ont convoqué les représentants de tous les partis et ethnies de l'Azawad. Al-Qaïda est bien entendu exclu de ces discussions. Nous avons les composantes de l'Azawad. Nous avons des Sorais, nous avons des Arabes, nous avons des Touaregs, nous avons des Peuls venus de tous les coins de l'Azawad. Ils sont représentés ici dans cette salle. L'objectif de cette réunion est de fusionner tous les mouvements locaux et de créer un gouvernement provisoire, pour ensuite chasser les djihadistes de la région. L'avenir de la présence d'Aqmi dépend donc en grande partie de l'issue de ces négociations. Vous avez vu que partout au monde, là où il y a un combat, c'est des groupes qui se précipitent toujours à infiltrer et à chercher à se renforcer. Donc aujourd'hui, l'Azawad, il est à un stade où il a besoin de cohésion. Nous avons plutôt besoin de la cohésion. Une fois que la cohésion est là, les Azawadiens peuvent eux-mêmes prendre leur sort en main et demander à ces groupes de quitter le territoire. À ce moment-là, le MNLA cherche à intégrer les hommes d'Ansardine, la faction touareg islamiste qui joue en ce moment la confusion avec les salafistes. Une alliance sans laquelle il sera difficile de contrôler l'Azawad. Pour l'instant, le rempart contre l'islam radical, ce sont les femmes. Elles veulent leur place dans le futur gouvernement
et sont venus de tout l'Azawad pour le dire. Nous voulons être là pour réclamer nos droits et devoirs, pour que la femme nomade, c'est le pilier de la maison de tous les temps. À plus forte raison aujourd'hui, quand un gouvernement veut être là, imposer, éduquer, parler, sortir de l'enceinte en gardant notre tradition. On veut parler des mariages précoces, par exemple, on veut parler des multiples divorces. On est prêt si on ne nous met pas, si on n'a pas nos droits et devoirs, si on n'a pas été appliqué dans ce système de sainteté, on va prendre les armes, on va se rebeller nous aussi pour imposer notre présence. À côté, les négociations vont encore durer pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, sans un consensus entre factions, le Nord Mali, rongé par l'islam radical et la menace des milices locales, pourrait à nouveau basculer dans le chaos. Pour comprendre comment la région en est arrivée là, il faut quitter Gao et s'enfoncer vers le cœur du pays Touareg, dans le Sahara, terre ancestrale des hommes bleus. Ces éleveurs nomades, aujourd'hui combattants, sont en révolte depuis les années 60 contre le pouvoir central malien. Il faudra parcourir 300 km de pistes pour rejoindre le village d'Ali, rasé par l'armée malienne. Ce soldat est engagé depuis plus de 20 ans dans la rébellion. Leur insoumission, lui et les siens l'ont payé au prix fort. Dans les années 90, l'armée malienne a massacré 47 membres de sa famille sous ses yeux. Pour la première fois depuis la fin des combats, il revient sur les tombes de ses proches. Ça, ce sont les tombes des gens que le Mali a massacrés. Ici, vous voyez des tombes d'enfants et de femmes. Là, il y en a d'autres. Tous ces gens ont été tués ici. Vous voyez ? On a passé une semaine à les enterrer. Tous ceux qui ont échappé à ce massacre ont fui et ont tout abandonné. L'armée est arrivée le matin. Les gens étaient là avec leur bétail. C'était 2 jours après l'attaque de la ville de Ménaka. Un blindé s'est positionné de ce côté-là et un autre véhicule s'est placé vers les maisons là-bas. Ils ont ouvert le feu sur les gens et le bétail qui était rassemblé ici. Ceux qui ont fui sont partis vers les collines là-bas. Là, c'est la tombe de mon père, Mohamed. Et là-bas, c'est celle du chef du village. Mohamed, c'est mon père. Il s'appelle Mohamed. C'est mon père. L'empreinte que le Mali m'a laissée et qui m'a fait prendre les armes, c'est ça. Voilà ce que le Mali m'a laissé. Le massacre de ma famille. C'est pas seulement moi. C'est dans tout le peuple touareg. Maintenant, j'ai la tête haute. Et je laisserai plus jamais le Mali revenir ici. Je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Les survivants ne sont jamais revenus dans le village. Ils vivent depuis dans des huttes non loin de là, dans le dénuement le plus total. Rien n'a changé ici depuis 50 ans. Nous avons les mêmes difficultés, c'est même pire encore. L'élevage est difficile, le vent, le soleil, la soif. Le Mali n'a jamais rien fait pour nous. Avant, on avait une pompe à eau, mais l'armée malienne l'a détruite. On n'a jamais bénéficié d'aucune aide venant du Mali, même l'école. C'est nous qui l'avons installée sous les arbres. Le Mali n'a même pas pu construire des écoles pour nos enfants. Nos familles ont été tuées par le Mali, dans les maisons là-bas où on vivait avant. Ils sont enterrés dans le cimetière. C'est pour ça que les Touaregs se rebellent. C'est à cause de la colonisation malienne. Nous ne pouvons même pas vivre de nos terres.
Ces injustices, les Touaregs les vivent depuis plus d'un demi-siècle. Des répressions sanglantes, loin des regards du monde. Ali est le descendant de 3 générations de Touaregs révoltés. Une vie d'errance avec ses compagnons d'armes en plein Sahara. La lassitude s'est aujourd'hui installée. Malgré l'épuisement, chaque matin, ces hommes se forcent à redevenir des combattants. Car l'histoire du village d'Ali est loin d'être une exception. À plusieurs centaines de kilomètres au nord, une vallée a été entièrement vidée de ses habitants. Ici, plus de 900 familles ont été chassées par l'armée régulière en 2006, sans un seul témoin. Depuis, les troupes maliennes qui occupaient ce fort construit par les Français pendant la colonisation en ont fait une zone militaire, interdite à tout civil. Le MNLA les a chassés il y a quelques semaines. Pour la première fois, ces habitants peuvent revenir dans leur village et témoigner. C'était une grande ville comme ça, c'était une grande ville. Ça vaut au moins 3 km carrés normalement ici. C'était une grande ville normalement. Mais ils ont cherché toutes les gens ici. Il y avait des boutiques, magasins, vidéoclubs, il y avait des gens ici. Il y avait beaucoup de gens qui étaient logés ici. Il y avait l'électricité très bien, tout était très bien ici. Oui. Donc, l'alcool intérieur, askala, yani, l'alcool technique, huski. Kale huski na masjid. Tableau intérieur. والله يا ماسي وش كنت سيدي سيدي سيداك سيداك Les gens qui ont été chassés d'ici étaient tous des proches des rebelles. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont pris à eux. Ils n'ont pas réussi à attraper les rebelles, alors ils se sont vengés sur la population. À quelques kilomètres de là, un peu plus loin dans la vallée. Dans cette base militaire, 71 prisonniers de guerre maliens sont détenus par le MNLA. Le commandant de la région, Issa Ag Gali, nous présentera 10 d'entre eux. Ces officiers et soldats maliens ont été faits prisonniers lors des récents combats. Nous n'aurons pas la possibilité de nous entretenir avec eux sans la présence de leurs gardiens. Nous n'avons pas eu accès non plus à leur lieu de détention. Mais ces détenus nous ont semblé bien traités, même s'il est impossible de le vérifier. Et seul un officier de l'armée malienne capturé à Tessalit acceptera de nous parler. Nous prions moins le Tout-Puissant pour qu'il y ait entente entre les deux parties, c'est-à-dire que le gouvernement et les MNLA pour que tout se passe très bien, qu'enfin on puisse au moins se rejoindre nos familles. C'est notre souhait, c'est un souhait.
Vous voulez dire quelque chose? Aujourd'hui, on contrôle la situation. Notre seul problème est la prise en charge des prisonniers. On essaye tant bien que mal avec nos moyens de leur fournir ce dont ils ont besoin. Nourriture, médicaments, habits, mais ce n'est pas suffisant. Les organisations internationales doivent leur venir en aide. Mais je ne sais pas pourquoi elles ne viennent pas les voir. Dans toute la région, les combats de ces derniers mois ont aussi provoqué un important afflux de déplacés. Les plus démunis se trouvent au nord, à la frontière de l'Algérie. Pour s'y rendre, il faut longer le massif de Tirarar. C'est ici que sont implantées depuis 2008 les plus importantes bases d'Al-Qaïda pour le Maghreb islamique. C'est sans doute aussi là que les 9 otages occidentaux sont encore détenus. Changement de décor. Changement d'atmosphère aussi. À chaque arrêt, Ali et les hommes de notre escorte sont sur leur garde. Ici, on est en pleine zone d'activité d'AQMI. Tout véhicule qui s'approcherait serait suspect. À la tête de ces hommes, Iknan, 25 ans, l'un des jeunes fondateurs du MNLA. Il est originaire du massif et en connaît chaque recoin. AQMI a dos des voitures, on ne sait pas là où il est présent. Ils ont aussi des gens qui sont placés un peu partout avec des téléphones satellites pour les renseigner, qui savent qu'on n'a pas de bonnes intentions envers eux. Ils savent qu'ils nous ont étouffés et qu'un jour on se réveillera contre cet étouffement pour dire non à AQMI. Iknan confirme que les djihadistes d'Al-Qaïda ont profité eux aussi de l'immense marché aux armes libyens. Fusils automatiques, lance-roquettes et même missiles sol-air. À ce jour, aucune décision n'a encore été prise par le MNLA de chasser AQMI, mais des accrochages ont parfois lieu. En fait, nous les évitons. Jusqu'à présent, on les évite. Mais il y a eu d'autres fois, il y a eu un frottement entre nous. On s'est rencontrés quelque part, on les a pris comme une armée étrangère. On les a attaqués. Il y a eu un mort parmi leurs rangs. Toi, tu étais là? Oui, j'étais là pendant l'opération. Dans cet immense désert, hommes et matériel souffrent. À la mi-journée, il fait 55 degrés à l'ombre. Tout s'arrête. Ali et ses compagnons d'armes, écrasés par la chaleur, s'écroulent. Quand le vent de sable se lève, la visibilité devient presque nulle. Impossible pour les guetteurs de voir les véhicules s'approcher. Il faut se remettre en chemin et traverser cette zone le plus vite possible. À quelques kilomètres à vol d'oiseau, les montagnes caillouteuses de Tirarar. On y trouve de l'eau et des grottes, une forteresse naturelle idéale pour se cacher. Avant d'être utilisée par AQMI, elle a servi jusqu'en 2008 de sanctuaire aux rebelles Touaregs.
Les Américains, avec l'aide des Maliens, avaient tenté d'installer à proximité une base pour lutter contre le terrorisme. Elle a été pulvérisée par AQMI. Voilà la base qui a été détruite par AQMI il y a quelques mois. Elle a été sautée par AQMI qui ne voulait pas qu'elle soit construite. C'est une base arrière des Américains et les Maliens qui voulaient utiliser ça comme une place d'atterrissage d'hélicoptère. Ils ont détruit ça, tu vois, les maisons sont sautées, tout est détruit là-bas. Et le fait qu'AQMI utilise les bases historiques de la rébellion, ça te fait quoi, toi? C'est vraiment une chose qui a sali l'histoire de cette région, oui. De ces bases, par exemple, historiques. Tu ne peux plus écrire l'histoire de ces bases sans évoquer la question d'AQMI qui était basée à l'intérieur de ces bases. C'est ça pour moi. C'est ça qui me dérange. Aujourd'hui, l'un des objectifs du MNLA est de récupérer les jeunes Touaregs embrigadés par AQMI. C'est l'histoire de ce soldat. Il a passé 2 ans dans les rangs d'Al-Qaïda et a accepté de livrer son témoignage à condition de garder l'anonymat. À l'époque, il veut quitter l'armée malienne car son revenu de 90 € par mois est insuffisant pour nourrir les 25 membres de sa famille. J'ai amené une permission ici, il y a quelqu'un qui m'a trouvé. Lors d'une permission à Kidal, j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai demandé comment je vais travailler, moi après que j'ai trop de problèmes. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il... Je cherchais du travail et il m'a affirmé qu'Al-Qaïda pouvait me donner 1500 € par mois. Bon, je suis parti. Je l'ai suivi et j'ai rejoint Al-Qaïda. J'ai resté avec eux. Bon... Je suis resté au sein d'une brigade, mais ce que j'ai vu, ce n'était pas compatible avec mes valeurs. L'apprentissage coranique était quotidien. On quittait un endroit, on circulait, puis on s'arrêtait pour lire des versets du Coran. On faisait cela pendant 1 mois ou 2, et ensuite on changeait d'endroit. Je ne peux pas dire avec certitude de quel islam il s'agissait, mais je sais que c'est un islam différent de celui que nous pratiquons ici. Le chef de groupe, lui, ne m'a pas caché qu'il était pakistanais. Nous passions dans des campements pour inviter les gens à nous rejoindre, pour faire du prosélytisme. Nous leur parlions de la nécessité d'être respectueux du message de la religion. Moi, je pense qu'Al-Qaïda se renforce à cause de la pauvreté qu'il y a ici. Si l'on avait donné la possibilité à tous ceux qui sont ici d'avoir des projets et de travailler, beaucoup n'auraient pas été tentés d'intégrer les rangs d'AQMI. Et AQMI serait parti. Arrivé à la frontière algérienne, sous les yeux des militaires installés sur ces collines. Sur le bord de la piste, le regard est attrapé par des dizaines de monticules de terre signalés par des cailloux. Un cimetière à ciel ouvert. C'est des gens qui les Mali ont tués, des gens de l'armée malienne, la plupart d'eux, l'autre partie parlement. Tinzaouten, la ville frontière. Le contraste est saisissant. Côté algérien, une ville avec eau, électricité, hôpital. Côté malien, le désert. Les derniers événements ont mis l'Algérie en alerte. La frontière est fermée depuis 1 mois. Mais le commandant du MNLA en charge de la zone tente de nous faire croire que tout va bien avec son voisin.
Nos relations avec l'Algérie sont bonnes. Non, il n'y a aucun problème. Nous n'estimons pas nécessaire de leur demander pourquoi ils ont fermé leurs frontières. Et pourtant, en moins de 10 minutes, les jets algériens violeront à 2 reprises l'espace aérien du Mali. À quelques centaines de mètres de là, coincés entre les 2 pays, des réfugiés pris au piège. L'hôpital, la citerne d'eau de la ville leur sont inaccessibles. Installés sous des tentes de fortune dans ce no man's land, 500 familles tentent de survivre. Toujours surveillées par l'armée algérienne. Sada, avec ses 6 enfants, a quitté Kidal il y a 2 mois. Elle témoigne sous couvert d'anonymat de ses conditions de vie. L'aviation malienne est arrivée et nous a bombardés. Il y a eu 12 blessés et 2 morts. Alors, on a été obligé de fuir dans la nuit. Ici, nous ne recevons aucune aide. En 2 mois, on n'a reçu que quelques tomates et quelques sachets de farine de semoule. Depuis, plus rien. S'ils sont quotidiennement survolés par des hélicoptères, ces réfugiés n'ont vu à ce jour ni ONG, ni organismes internationaux. Et l'Algérie, la seule puissance régionale sans laquelle rien ne peut se faire ici, reste étonnamment silencieuse. Retour à Gao. Après 3 semaines de discussion, les Touaregs du MNLA sont parvenus à composer leur gouvernement. L'alliance avec le groupe radical Touareg en Sardine n'a en revanche pas abouti. Une mésentente qui risque de fragiliser le tout nouveau conseil transitoire de l'État de l'Azawad. C'est ici, au siège de l'ancien gouvernorat, que le fondateur du MNLA a installé son quartier général. Bilal Ag-Sherif est la figure politique du mouvement. Il accepte de s'exprimer pour la première fois devant une caméra depuis le début de l'insurrection. Avant le début des opérations militaires, nous cherchions déjà à nous unir avec Ansardine. Mais leurs représentants nous ont expliqué que c'était impossible, puisque l'objectif est d'imposer la charia. Nous leur avons dit que sans être opposés à la charia, notre priorité était l'indépendance de l'Azawad. Nous avons ajouté que ce n'est qu'une fois l'indépendance obtenue que nous laisserions le peuple décider. Nous ne voulons rien imposer au peuple, ni la charia, ni la démocratie. Et c'est pour cette raison qu'à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé d'accord. Bilal incarne une génération d'intellectuels Touaregs formés à l'étranger. C'est lui qui a ressuscité le mouvement en 2010. Le MNLA a commencé sa conquête sans moyens. Il atteindra son but même sans moyens. Aujourd'hui, le premier objectif est atteint. Chasser le Mali de l'Azawad. Le second objectif est de sécuriser l'Azawad et de le développer. Il est nécessaire de faire revenir les Azawadiens, les réfugiés, tous ceux qui ont été chassés. Tous ces gens dans les camps de réfugiés n'ont à ce jour reçu aucune aide. Je le répète, nous espérons parvenir à nos objectifs avec ou sans aide. Mais la communauté internationale a une responsabilité, en particulier celle de venir en aide à ces populations-là. Et c'est maintenant ou jamais. Au Nord Mali, l'insurrection Touareg et la disparition de l'État ont fait violemment ressurgir les fantômes du Sahel.
Déplacement de population, renforcement d'Al-Qaïda, tensions avec les pays voisins, les défis du mouvement de libération de l'Azawad sont gigantesques. Si la communauté internationale ne pose pas les yeux sur cette partie oubliée du monde, cette terre pourrait devenir une zone grise aux portes de l'Europe. Une partie des gens croisés lors de ce reportage ont été blessés ou tués. C'est le cas notamment de l'un des chefs du MNLA, Dilal Aga Sherif, qui aurait été blessé pendant les combats à Gao. Pour aller plus loin sur ce dossier complexe par sa nature et par le fait que pratiquement aucun journaliste n'a accès à cette région, nous avons voulu poursuivre le dialogue avec les deux auteurs de ce reportage. William Irigoyen s'est rendu à Paris pour rencontrer Olivier Joly et Laurent Amida en début de semaine, soit 2 jours avant l'offensive des islamistes sur Gao. Bonjour Laurent Amida. Bonjour. Bonjour Olivier Joly. Bonjour. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à ce territoire de l'Azawad? Pourquoi avoir choisi de traiter cette région journalistiquement? En premier lieu parce que on a suivi, comme tout le monde d'ici, l'offensive militaire qui a commencé au début de l'année, le 17 janvier exactement. Et puis au fur et à mesure de ce traitement, on s'est rendu compte que personne n'avait été là-bas. Donc on avait des informations très sporadiques sur ce qui se passait et on a décidé d'aller décrypter un petit peu la situation là-bas. Voilà ce qui nous a conduit à prendre les moyens, je vais vous passer les détails, mais de se rendre par des frontières voisines jusqu'à l'Azawad, ce nouveau territoire que les Touaregs appellent l'Azawad, pour être embarqués avec le MNLA, donc le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Et c'est important de préciser que on est embed avec eux, on est incorporé à cette armée, donc il est très difficile, je le souligne parce que ça peut frapper dans le reportage, d'aller chercher un contre-champ des explications sur ce qu'on est en train de voir ailleurs qu'avec le MNLA. On pourrait ne pas être embedded, embarqué dans ce territoire de l'Azawad, Laurent Amida? Je pense pas, non. Il y a trop de... C'est trop volatile, comme on dit. C'est trop... Ça faisait quelques années, plusieurs années qu'on essayait de travailler là-bas. Et en fin de compte, la chute du régime à Tripoli a permis, en fin de compte, qu'il y ait une faction, on peut l'appeler comme ça, une faction, enfin, donc le MNLA, qui nous permettent de travailler dans cette zone, qui avant était une zone militaire décrétée par l'armée malienne, donc c'était interdit à tout étranger depuis les années, je crois, 90, depuis les premières rébellions. Donc on avait cherché, déjà on avait été dans cette zone travailler, mais avec très peu de résultats. Et là, en fin de compte, c'était une opportunité. Et le MNLA avait envie aussi d'accueillir des journalistes pour communiquer, parce que les informations sortaient de cette zone un peu confuse et avec parcimonie. Vous aviez prévu, vous, de passer 18 jours, où vous vous étiez dit, on reste une semaine, 15 jours, parce que la situation est compliquée, parce qu'on va avoir tel ou tel obstacle? Ou bien il y a des choses qui sont passées durant votre reportage qui vous ont amené à prendre la décision de rester plus longtemps? Dans ce genre de situation, on essaye toujours de rester le moins longtemps possible. Mais une fois qu'on est parti, qu'on a décidé d'essayer de raconter une histoire ou de décrypter un peu ce qui se passe là-bas, tant qu'on n'y est pas arrivé, on reste. C'est pas par le plaisir, c'est pour pas qu'on soit venu pour rien. Donc plus il y avait des réunions, il y avait des choses, c'était une situation entre deux, fin d'offensive militaire, il n'y avait pas encore de décision politique. Donc on a décidé en commun de rester jusqu'à temps qu'on ait matière à raconter quelque chose. Et c'était pas par plaisir, parce que même pour eux, on était un poids, on était une surcharge. On voulait pas créer d'embêtement pour les gens avec qui on était. Donc ils s'exposaient eux-mêmes à des dangers supplémentaires aussi, puisque vous étiez là aussi. Ah, ils nous font circuler, donc ils circulent eux aussi. Ça veut dire beaucoup de moyens, ça veut dire se faire voir dans des zones où ils n'ont pas forcément
tout le temps envie d'aller, sauf grosse nécessité. Donc oui, forcément, ils s'exposent. Et ils s'évitent avec tous ces groupes. On a essayé de le montrer dans le film. Ils en parlent. Hein. Pour l'instant, par exemple, pour parler d'AQMI, le statu quo, c'est on s'évite. Ça arrive qu'il y ait des échauffourées entre les deux, mais c'est plutôt des hasards qu'une vraie volonté aujourd'hui. Ouais. Ces gens du MNLA sont bien armés, sont bien équipés. À Gao, on les voit, on les entend dire qu'ils rencontrent tel ou tel membre de telle faction. Et là, on se dit, mais pourquoi ne prennent-ils pas tout de suite les armes? Pourquoi ne les attaquent-ils pas en prévention d'une éventuelle attaque de ces islamistes? Moi, je pense que le problème n'est pas uniquement militaire, parce que là, on a vu 2-3 voitures à Gao, mais ce sont des gens qui ont des bases beaucoup plus importantes plus loin, à l'extérieur de la ville, dans le désert, dans des montagnes. Donc le MNLA a la connaissance du terrain, a les moyens militaires de le faire, mais ils vont attaquer une base, une katiba, comme on dit, ils vont chasser une katiba, cette katiba va se réfugier ailleurs. Donc le problème n'est pas uniquement militaire, le problème est politique. Et on dit aujourd'hui que Al-Qaïda, que AQMI se renforce aujourd'hui dans le nord du Mali. Nous, on s'est rendu compte d'une autre chose, en discutant avec les gens, d'autre chose. C'est qu'Al-Qaïda se renforce dans la région, mais pas au Mali, justement. Parce qu'il sait que, depuis ce qui se passe dans l'Azawad, que son avenir n'est pas au Mali. Donc il recherche des bases, à ces informations qu'on avait eues dans un travail en amont, il recherche des bases à se relocaliser dans d'autres régions, que ce soit au Niger, que ce soit dans le Fezzan, c'est-à-dire le sud-ouest de la Libye, parce qu'ils ont des connexions avec certains islamistes libyens. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui pensent que les Touaregs, et AQMI aussi, on n'a pas rencontré malheureusement les gens d'AQMI, mais il y a des faits qui font que AQMI sait que son avenir n'est plus au Mali. Ce que montre aussi votre film, Olivier Jouly et Laurent Amida, c'est que sous cette étiquette d'islamiste, nous aurions, nous, occidentaux, tendance à regrouper un certain nombre de factions. Or, il y a des différences entre tous ces islamistes-là. AQMI n'est pas en sardine. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ces différences pour qu'on comprenne bien aussi les enjeux politiques de cette histoire, de cette affaire? Alors, En Sardine est dirigé par un homme qui s'appelle Yal Galil, qui est un Touareg natif de la région. Alors, il est islamiste, ce qui veut dire qu'il, lui, est pour une place très importante de la religion dans le futur gouvernement de l'Azawad, pour l'imposition de la charia même. Par contre, il n'a pas d'agenda djihadiste. Djihadiste, ça veut dire poser des bombes dans les pays voisins ou dans les villes européennes. AQMI, tous ces groupes islamistes, eux, ont un agenda djihadiste. C'est-à-dire qu'ils sont pour la position d'un califat mondial, ils sont affiliés à ce qu'on appelle Al-Qaïda. Donc c'est une très grande différence. Voilà. Et le MNLA, donc, est aussi une faction. Lui, par contre, est un mouvement pas laïque, parce qu'ils sont musulmans, mais ils sont pour la liberté de religion et la liberté de choix de gouvernement. Il y a une séquence, on voit des Touaregs qui ont été victimes de ou qui disent en tout cas avoir été victimes de l'armée malienne. J'ai l'impression que c'est une partie de l'histoire qui est assez peu connue. Connaissiez-vous vous-même cette histoire ou non? Bah oui, on avait lu quelques papiers, quelques ouvrages là-dessus. Ce qu'on ne soupçonnait pas, c'est l'ampleur de la répression malienne sur les Touaregs. On a eu des témoignages factuels sur le terrain qu'on a pu corroborer en rentrant aussi, puisqu'il y a des chercheurs qui ont été régulièrement là-bas, qui ont pris des notes, qui ont pris des témoignages. Donc on a compris, oui, l'ampleur de cette répression malienne en allant là-bas. Et ça, c'est insoupçonné. Et c'est ce qui s'explique tout simplement par le fait que tous les territoires qu'on a pu visiter il y a quelques semaines étaient contrôlés complètement par l'armée, étaient simplement interdites aux civils. Donc impossible d'en savoir plus avant ça. Ce leader charismatique, Bilal Ag Sharif,
Vous qui connaissez le terrain afghan, la situation afghane, puisque vous avez tourné là-bas, est-ce que on pourrait lui trouver une certaine parenté avec un certain commandant Massoud, par exemple, ce Bilal al-Sharif? Non, moi je ne pense pas qu'il faille comparer les deux personnages, ni les deux situations, parce que c'est... Alors après, en termes de charisme, en termes de... Mais là c'est le journaliste qui parle, enfin, ça n'a rien à voir avec l'avenir du pays ou l'avenir des pays, mais effectivement c'est un personnage très charismatique, très déterminé, très calme, c'est un politicien avant d'être un militaire. C'est la différence entre lui et Massoud, non? Ouais. Massoud est très déterminé et calme. Oui, mais c'est un militaire, alors que Bilal est un politique, il a été formé en Libye, il n'a jamais pris les armes, Bilal. C'est un intellectuel. Moi, je pense que la différence avec la grande différence qu'on a ressentie avec les précédents leaders de ces rébellions Touareg, qui étaient des militaires, des combattants, même s'ils étaient politisés, c'était qu'il était beaucoup moins radical, même s'il combattait, alors que Bilal ne combat pas. Lui est beaucoup plus radical dans ses revendications, c'est-à-dire que c'est l'indépendance ou rien. Et ça, c'est nouveau. Il n'y a aucun mouvement Touareg, enfin des précédentes rébellions, qui aient demandé l'indépendance. Ils ont demandé une fédération, ils ont demandé d'être mieux intégrés dans l'État malien. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Merci beaucoup à tous. Merci. Pendant toute la semaine, la communauté internationale s'est employée à éviter une guerre. Depuis que la Syrie a abattu le week-end dernier un avion de chasse turc, les appels au calme se sont multipliés. Mais un diplomate des Nations Unies a parfaitement résumé la situation en déclarant « Je pense que nous ne pouvons plus exclure quoi que ce soit ». Tout dépendra notamment de l'attitude de la Russie par rapport à Bachar el-Assad. Soutiendra-t-elle le nouveau plan de paix du médiateur international en Syrie, Kofi Annan? Un gouvernement de transition, la fin de l'ancien régime. Peut-être bien la dernière chance pour les hommes de l'armée libre de Syrie et leurs familles que le photographe Boris Mabillard a suivi. En Syrie, il était difficile de prendre des images. Les civils, avant tout, sont terrorisés. Évidemment, ils ont peur de rétorsion. Et les gens de l'armée syrienne libre étaient réticents aussi. Les liens entre la SL et les villageois, c'est une chose que j'ignorais, sont extrêmement imbriqués. J'imaginais la SL comme une armée régulière, pour ainsi dire. Et c'est pas du tout le cas. Ce sont des groupes très locaux, ancrés dans les villages, dans le tissu social, et ils dépendent donc des habitants qui les soutiennent, qui leur apportent le gîte, le couvert. Voilà un père, il a 3 fils, l'un des 3 est là sur l'image. Les 3 sont dans la SL et lui a mis à disposition toute sa maison pour les combattants qu'on appelle Thouar, les révolutionnaires en arabe. Et il parle des gens qui autour de lui ont disparu. Et plutôt que de le terroriser, ça a renforcé ses convictions. Et pour lui, il n'y a pas d'autre choix que d'être du côté des Thouar. À droite, Walid a toujours ce sourire un peu indéchiffrable que je l'ai connu lorsqu'il m'a raconté un petit peu ce qui lui arrivait, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait commis lorsqu'il était membre, il y a encore pas si longtemps, il y a encore 4 mois, des Mouhabarat. Je me dis que j'aurais pas voulu être interrogé par lui, même s'il jure qu'il n'a jamais torturé, tous autour de lui le faisaient. Boutada à gauche, il était marine dans l'armée régulière de Bachar al-Assad. Son navire a été sollicité pour tirer sur certains des quartiers de l'attaqué qui étaient insurgés. Son bateau embarque un énorme conteneur. Il comprend que le conteneur est plein de prisonniers et ce conteneur va être largué dans l'eau avec les prisonniers vivants. On arrive quelques minutes à peine après que l'armée syrienne se soit retirée. On ne sait pas si l'armée est encore là à l'autre bout du village ou pas. Et les premiers villageois qui s'étaient cachés dans la forêt reviennent vers leur maison et découvrent l'ampleur des pillages et des destructions. Les premiers combattants reviennent aussi.
Un peu plus tard, on fera le compte des villageois qui reviennent au village et il en manque certains. La rumeur court vite qu'il y a des victimes, que l'un d'entre eux manque, qu'il a peut-être été emmené par les forces de sécurité ou même qu'il aurait été tué. C'est des moments difficiles. Un jeune gars qui se rêve en Rambo. Ses deux frères sont dans l'ASL et lui aimerait bien pouvoir aussi rejoindre les rangs de l'ASL, mais il n'a pas de Kalachnikov. Comme la plupart des combattants, ils doivent acheter avec leur propre argent leurs armes. Il y en a quelques-unes qui sont distribuées et qu'ils s'échangent, qu'ils utilisent à tour de rôle, mais il n'y en a pas assez. Lui se dit que s'il avait l'argent, il s'achèterait une arme et rejoindrait les rangs de l'armée syrienne libre. Vendredi, à la fin de la grande prière, c'est l'occasion d'un bain de foule pour les gens de l'ASL et puis d'une liesse où on voit bien quel est le soutien dont bénéficient les combattants de l'ASL parmi les populations. On est dans un djebel qui est essentiellement sunnite, ça ne pourrait pas se passer ailleurs. Là, les villages sont pour le coup tout à fait homogènes, tous sont sunnites. Et l'ASL a pour vocation de protéger les civils qui manifestent, mais aussi, c'est l'une des ambiguïtés, elle encadre et suscite presque la manifestation qui suit le sermon du vendredi. On a là l'homme barbu, qui est vraisemblablement un combattant civil. C'est lui qui galvanise les foules de ce vendredi. Tous les villages avoisinants y participent. Mais autour, on a les hommes en armes de l'armée syrienne libre. Il y a ce contraste entre les immenses sourires, la liesse et puis évidemment les armes, l'immense jeunesse des rebelles. Ils ont pour certains d'entre eux moins de 20 ans, voire 15 ans. Et puis les risques encourus, c'est la mort. Il y a une défiance à l'égard des instances politiques qui sont supposées les représenter à l'extérieur. Et le CNS fait partie de ces instances. Le CNS, aussi bien que l'état-major de l'armée syrienne libre, basé en Turquie, auquel ils ne font aucune confiance toute relative, puisque ce qu'ils voient, eux, c'est le combat au jour le jour. Alors lorsque l'état-major leur parle de plan de paix, d'attente, de mise en veilleuse des militaires, eux se rendent compte que de l'autre côté, les forces de Bachar ne mettent rien en veilleuse, ils restent sous le feu des tanks et des hélicoptères, et ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient poser les armes, faire une pause dans les combats, alors même qu'en face, ils ne voient qu'une recrudescence de la violence. Ainsi s'achève cette émission. À partir de la semaine prochaine, Arte Reportage vous propose une programmation d'été. La semaine prochaine, nous irons par exemple à Cuba. Cette île des Caraïbes se défait progressivement du socialisme, mais reste attachée à ses belles vieilles américaines, les voitures bien sûr. Une émission qui sera présentée par William Irigoyen. Excellente soirée. Tout de suite, place à Arte Journal. Merci et bonne soirée.